Alors, rebonjour le chat. Donc, on va partir sur un panel de 45 minutes au lieu d'1 heure parce qu'on est un petit peu en retard sur les femmes à la cuisine. On va vous expliquer de quoi il s'agit, mais d'abord, on a vu que dans le chat, certaines personnes étaient perturbées et n'avaient pas compris ce qui s'était passé avec le panel d'Ali Elikarian. On va vous l'expliquer. Ce soir, c'était la nuit du changement d'heure. Et donc, constatant cela, Ali Elikarian avait décidé de faire une blague et de prévoir, au moment du changement d'heure, un panel sur les failles temporelles. Voilà, c'est très drôle, on en a parlé pendant des semaines. Voilà, la blague est terminée. Donc, ne vous inquiétez pas, rien à sauter, tout va bien. Ok, alors on va maintenant partir sur un panel qui s'appelle « Les femmes à la cuisine ». Donc, globalement, l'idée, c'est de faire un retour d'expérience sur la non-mixité informelle entre assignées femmes et apporter quelques données sociologiques. Alors, je vais introduire brièvement le panel. J'ai constaté que plusieurs amis assignés femmes à la naissance avaient souvent un ressenti similaire au mien en ce qui concerne la non-mixité informelle, qui a souvent lieu dans des endroits ou des pièces historiquement et socialement féminines, comme la cuisine. Donc, autour de la table, Margot. Bonjour. Maëlle et Cordélia. Bonjour. Ah, j'ai pas dit bonjour. Bonjour. On va donc s'interroger pour voir si c'est le cas pour vous, comme ça a été le cas pour moi. Comment s'exprime un petit peu cette non-mixité informelle et est-ce qu'elle provoque inconsciemment une libération de la parole? Et on va peut-être déjà commencer, parce que j'utilise des mots un peu compliqués comme non-mixité informelle, par dire qu'est-ce que la non-mixité. Alors, Cordélia, peut-être que tu peux nous dire un petit mot sur la non-mixité, qu'est-ce que c'est? Alors attends, parce que j'écris... Ah, mon truc est trop haut. C'est voilà. Parce que c'était Radek avant. C'était Radek avant. Ouais, mec, si ça pourrit tout, quoi. Ouais. Alors attends, parce que j'écris « On n'est pas fatigué » sur Twitter, ce qui est relativement Margot, important. Est-ce que tu peux éventuellement nous donner une définition de la non-mixité? Oh, moi j'arrive parce que j'étais partie fermer la fenêtre, je n'étais pas du tout préparée, mais oui, la non-mixité, c'est le fait de se retrouver entre personnes concernées par une discrimination ou entre personnes d'une certaine minorité avec une certaine caractéristique. Donc pour moi c'est ça, ça peut être de la non-mixité entre personnes assignées femmes, ça peut être de la non-mixité entre personnes trans, ça peut être de la non-mixité entre personnes handicapées, ça peut être de... Mais généralement on applique ça aux personnes qui font partie des minorités. Et voilà. Et je pense qu'on va pas aborder aujourd'hui le thème de la non-mixité des hétéros, par exemple, ou de la non-mixité, qui est un non, lieu... en fait, on va pas parler de ça. Donc voilà. Mais la non-mixité, c'est... Je vais expliquer ce que j'entends par la non-mixité informelle. Donc, moi, j'ai souvent vu des espaces où la non-mixité était organisée de façon formelle. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, de telle heure à telle heure, à ce local, il va y avoir un déjeuner en non-mixité, bi, pan, peu importe. On s'en fiche. Ce que je veux dire, c'est trans, voilà. Un déjeuner en non-mixité. C'est des choses qui sont organisées. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des espaces, notamment des espaces historiquement féminins, notamment la cuisine. Quand je dis historiquement féminin, c'est pas les femmes ont toujours été à la cuisine ou quoi que ce soit. C'est historiquement et socialement, on a renvoyé les femmes à la cuisine. Et donc, je me suis rendu compte que dans ces espaces, il y avait des créations de non-mixité informelle, des choses qui n'étaient pas prévues. La non-mixité n'était pas prévue et elle s'est créée. Imposé de fait. C'est ça, exactement. Par exemple, je vais prendre un exemple. Quand je vais en vacances chez ma grand-mère, il y a évidemment mon père, mon frère, mes cousins qui sont là. Il y a aussi ma mère, ma grand-mère, ma tante. Et ben, il arrive très régulièrement qu'on se retrouve dans la cuisine à faire à manger avec ma grand-mère et ma mère. Et que quand un homme vient nous proposer son aide, on l'envoie jarter de la cuisine pour rester entre filles. Alors c'est pas du tout une volonté de oh non, les hommes devraient pas mettre les pieds dans la cuisine, patati patata. C'est vraiment je pense, une volonté de préserver un espace en non-mixité informelle parce que ça pourrait produire une libération de la parole entre nous dans cet espace non-mix qui donc n'a pas été créé à l'avance. Alors je sais pas si pour vous avez déjà vécu ce genre de choses éventuellement dans votre famille, dans votre entourage. Cordélia peut-être Ouais, je me souviens qu'on en avait parlé à une soirée et longtemps. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, notamment la pièce de la cuisine, mais c'est valable aussi pour parfois d'autres pièces de la maison qui sont notamment liées à ma mère, que ce soit l'atelier ou enfin bon des espaces en gros la buanderie aussi. La buanderie quand tu plies le linge, enfin
Voilà, des espaces comme ça qui peuvent être associés à des tâches dites féminines ou associées dans notre société patriarcale, etc., à la féminité, ou de fait, même l'atelier de bricolage, comme c'était ma mère qui bricolait, du coup, c'était cet espace-là, de fait, et lui était associé, donc quand on allait, quand on va discuter, c'est là, quoi. Ces espaces-là existent, et effectivement, il y a, après, c'est pas forcément comme dans ta famille où on va jarter les mecs, mais en fait, les mecs vont se jarter eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire ne pas passer dans la cuisine. Et il y a cette espèce de, notamment juste avant de manger, quand on est en famille, où ma mère fait la cuisine, ma grand-mère, ma tante peuvent rejoindre, moi, ma sœur, voilà. Et naturellement, entre guillemets, il y a les groupes qui se séparent et mon père et mon grand-père vont prendre l'apéro dans le salon ou sur la terrasse. Et bref, quoi qu'il arrive, il y a 2 groupes qui se forment, quoi. Et du coup, oui, il y a cette espèce de non-mixité du coup informelle qui est pas spécialement prévue à l'avance et qui est pas spécialement prévue comme ça, mais qui se crée de fait pour parler de trucs. Alors, qui sont pas Margot, tu connaissais pas du tout le sujet avant d'atterrir dessus. Est-ce que toi, ça te parle, ce genre de choses ? Ouais, et moi, c'est plus... je sais que c'est quelque chose que j'essaye de combattre un peu activement parce que je vois beaucoup de... Et ça a été ma première réaction quand j'ai vu ça dans ma famille se faire. C'est que les femmes vont avoir tendance à préparer le repas, à mettre la table, débarrasser, amener les plats, tout ça. Et les hommes, ça va être après pour enlever la table, parce que souvent c'est des repas de famille où on met des tables en plus, ça va être pour enlever les tables, ça va être pour faire la vaisselle, faire des choses comme ça. Et je sais qu'au départ, ma première réaction, ça a été de dire, mais restez pas assis pendant qu'il y a toutes les femmes qui se lèvent, qui débarrassent, vraiment une réaction d'énervement et en fait après je me suis rendu compte que c'était aussi des moments dans lesquels on pouvait profiter de ça, de quelque chose que je considérais pas forcément comme juste et équitable, et voilà, je pouvais profiter de ça pour parler de sujets qui nous touchaient plus spécifiquement, et pour parler, je sais que j'ai des conversations sur le harcèlement, des choses comme ça qui sont spécifiques au fait d'être perçue comme femme ou assignée femme et liées au sexisme, que j'ai pu avoir parce que justement il y avait cette non-mixité, parce que traditionnellement dans ma famille ça se passe comme ça, et effectivement surtout au niveau autour du repas, les tâches sont très genrées en fait. Mais ça je m'en suis rendu compte plus tard en fait, et ma première réaction c'était de combattre un peu ça, alors que en fait déjà combattre frontalement dans une famille comme ça, c'est généralement ça nous fait passer pour la pénible de service, et voilà. Et en fait, on peut retourner un peu la situation en profitant de cette espèce de non-mixité qui n'était pas prévue au départ, pour parler de sujets qui nous concernent spécifiquement, sans avoir un mec qui vient nous expliquer que lui dans la rue il fait attention, ou que voilà, ce genre de choses. Et ça fait du bien. Et tu touches exactement le cœur du sujet. C'est magnifique, parce qu'en fait, effectivement, moi je me suis demandé, quand j'ai constaté que c'était quelque chose qui se faisait, je me suis demandé s'il y avait une libération de la parole spontanée quant à des sujets dont on parlerait en non-mixité. Alors, par exemple, je sais que en association, donc dans des associations communistes, il y a énormément de femmes qui sont féministes depuis très longtemps et qui insistent spécifiquement pour faire les repas. Et que de l'extérieur, parce qu'aujourd'hui et pendant un long moment, on a considéré que ce genre de tâches étaient des tâches pas nobles pendant un long moment, et que les femmes ne devaient pas s'y abaisser, on devrait essayer de faire sortir les femmes de la cuisine. Ce qui est bien, c'est bien que les femmes ne soient pas cantonnées qu'à la cuisine, c'est bien qu'une femme ne soit pas qu'une ménagère. On est toutes et tous d'accord là-dessus. Quel est le choix ? Cependant, je reprends cet exemple de femmes d'associations communistes. C'était aussi un moment pour elles où elles pouvaient parler de communisme et féminisme sans avoir le regard et l'oreille des hommes à côté d'elles. Et c'était pour ça qu'elles insistaient pour continuer à faire les repas. Donc on assiste à une espèce de reconquête de ces espaces historiquement féminins auxquels on a renvoyé les femmes pour les abaisser, qui deviennent des espaces de non-mixité informelle, qui se transforment en libération de la parole spontanée. Et je trouve ça assez passionnant. Et par ailleurs, je trouve que c'est...
quand je réfléchis, alors c'est quelque chose que je fais un jugement que je fais de manière totalement empirique, de façon ouais, alors peut-être que en me rappelant. J'ai fait quelques recherches. J'ai l'impression en tout cas que quand il se trouve que c'est pas les femmes qui font la cuisine, enfin du moins dans ma famille ou dans les espaces que j'ai, la cuisine ne devient pas cet espace pour les, ce devient pas cet espace pour les hommes, et c'est pas là qu'on va parler. Quand c'est mon père qui fait la cuisine, quand c'est dans la famille de mon oncle, c'est beaucoup mon oncle qui faisait la cuisine. Personne va dans la cuisine. On se retrouve tous dans le salon et ils font la cuisine, mais voilà. Disons qu'il n'y a pas la cuisine ne devient pas un espace de parole particulièrement quand c'est mon oncle ou mon père qui fait la cuisine. Et alors que quand c'est ma tante qui prépare son couscous, ou quand c'est ma mère qui fait son truc, ou ma grand-mère, etc., il y a plus d'allées et venues dans la cuisine, il y a plus de gens qui y vont. Je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, quand un homme dans ma famille fait la cuisine, j'y vais pas. En revanche, quand c'est ma mère, et je pense qu'il y a deux choses qui s'engendrent là-dedans. C'est d'une part, j'ai été élevée pour être une bonne fille et donc aider à apporter les plats, alors que mon frère peut-être un peu moins, même si mes parents ont essayé de faire les choses vraiment de façon égalitaire, mais il n'y a pas que les parents, il y a toute la société avec. Mais en même temps, donc du coup je vais pour ça, mais en même temps je me retrouve justement à être dans une reconquête, à avoir des discussions qui dépassent clairement le simple fait de faire à manger et d'aider la marmaille, etc., etc. Et je pense que là-dessus on est clairement, parce que pendant des années et des années, des centaines d'années, on a renvoyé les femmes à la cuisine, aux tâches basses de nourrir, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on a réussi à reconquérir cet espace spécifiquement. Et j'ai l'impression aussi que le fait que ce soit pas quelque chose de volontaire au départ, ça se fait de façon plus douce, et donc il n'y a pas une ribambelle de mecs cis qui vont arriver en disant oui mais vous avez pas à faire ça et nous aussi on peut venir, et nous aussi on va pas avoir cette opposition qu'on a comme peut y avoir par exemple sur les marches non mixtes, sur la non mixité qui est affichée et qui est revendiquée et qui est voulue. Là c'est vraiment ça s'est fait comme ça, on a cet espace pour discuter, et comme ça va pas être perçu comme une opposition frontale par les hommes de la famille, ça va passer beaucoup plus doucement, et ça offre aussi un espace où vraiment on va pouvoir s'exprimer sans avoir à en même temps que de s'exprimer, de discuter de ces choses qui sont importantes, et de ces choses qui sont importantes par rapport au sexisme, par rapport à... Enfin, ça peut être très dur. On n'a pas à en même temps gérer les critiques sur le fait qu'il y a un espace non mixte, et sur le fait qu'on revendique cette non mixité, sur le fait que ça nous aide. On n'a pas à batailler un peu des deux côtés et à gérer ces deux choses à la fois. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui, moi, m'avait fait du bien, et j'ai réalisé ça assez tard quand même, que parce que c'était pas de la non-mixité affichée, il n'y avait pas cette peur en face que, je sais pas, qu'on les remplace un jour, ou que... Je suis d'accord, et puis en plus d'être affichée, cette non-mixité et cette libération de la parole, elle a lieu dans un espace où des gens qui sont très conservateurs voudraient renvoyer la femme. C'est ça qui est assez incroyable et qui est génial derrière. C'est que t'es dans ta cuisine, donc on a l'impression que les gens de la Manif pour tous seraient là, genre ouais, les femmes à la cuisine, c'est vachement bien. Et en fait, non, parce que tu vas y parler. Ok, tu vas faire la bouffe, mais tu vas y parler de sexisme, tu vas y parler de problèmes typiquement qui concernent typiquement des personnes assignées femmes. Tu vas parler la contraception, tout ça. Exactement. Enfin, moi, quand j'ai annoncé à ma mère, on était dans une cuisine en train de faire à manger pour tous les autres, et ils étaient dehors, et peut-être que c'était rien, on faisait un café et on mettait des bougies sur un gâteau. Franchement, c'était rien. Pourtant, c'était l'espace où je sentais que c'était le bon moment, pas quand il y avait les autres à côté, ou pas quand ma mère était toute seule dans le jardin à un moment de la journée. C'était dans cette cuisine pendant qu'on faisait cette tâche-là. Il y a aussi un côté, je pense, le fait d'avoir les mains occupées, d'avoir quelque chose à faire, d'être dans un moment où tu te dis que l'autre est aussi focalisé sur quelque chose, et toi t'as quelque chose à faire. C'est pas juste ça, c'est pas juste une discussion, on va se regarder dans le blanc des yeux et où on va... Et ça tombe aussi plus naturellement, j'ai l'impression, et personnellement c'est aussi beaucoup le moment où je profite pour éduquer les filles qui sont plus jeunes et les ados par rapport à tout ce qui est sexualité, consentement, et
pas en abordant directement et frontalement le sujet, en disant alors on va parler de consentement et de contraception, c'est pas du tout comme ça, mais c'est juste en parlant un peu de leur vie en ce moment, de leur et c'est vraiment parce qu'on fait autre chose en même temps. C'est comme je sais pas moi, faire un puzzle en écoutant la radio, ou on fait pas que ça. Et j'ai l'impression qu'aussi d'un côté les sujets sérieux, on a l'impression de moins y être confronté parce qu'on occupe ses mains en même temps et parce qu'on fait on va découper des légumes, et c'est plus simple aussi d'avoir des discussions qui sont assez profondes et assez militantes, même sans qu'on s'en rende compte en fait. Oui, tout à fait. Et même, je sais, moi je fais pas la cuisine. Je sais pas faire. Ça me saoule. Non, mais chiant. je sais peut-être éplucher une patate. Ouais, mais en fait, j'aide pas. Ah, t'aides pas. Quand je suis dans la cuisine. C'est pas. Je suis pas là pour. Je suis là pour discuter. T'es là pour socialiser. C'est pas la cuisine, c'est pas le lieu où je fais à manger, quoi. C'est le lieu où on va se poser, où je vais m'asseoir sur la table pendant que ma mère fait son truc sur le plan de travail, et où ma grand-mère fait un truc, ou tu vois, ça dépend un peu de la configuration. Et voilà, quoi. Et je descends spécifiquement, pas pour aider, mais parce que je sais qu'il va y avoir des discussions intéressantes, quoi. Mais pour rester un peu dans le thème de ça, de la cuisine, c'est pendant les soirées, dans les contre-soirées dans la cuisine, justement, il y a souvent beaucoup... Non, mais c'est ça, il y a souvent beaucoup de meufs ou de personnes qui... c'est plus souvent des meufs, qu'elles soient cis ou trans, qui se rassemblent là pour discuter, et souvent c'est parce que à côté il y a des mecs parce qu'ils sont un peu bourrés, ils sont en train de parler fort, ils sont en train de prendre toute la place, et on a cet espace qui est vu comme l'espace où il va falloir ranger, l'espace où il va falloir préparer à manger, les tâches qui sont vues comme pénibles, et c'est une sorte de maintenance, quoi. C'est en disant on permet à la soirée de continuer, et en fait ça va être un endroit où majoritairement c'est des meufs à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Je sais que par exemple en soirée, très régulièrement, même quand on sort du cadre de la famille, quand j'en ai marre, parce qu'il m'arrive d'en avoir marre, même si je vous adore, mais que quand j'ai un trop plein, je vais ranger 2-3 trucs dans la cuisine, et il y a toujours quelqu'un, et plutôt quelqu'une, qui finit par me rejoindre pour discuter rapidement. C'est rarement, sauf si je le demande, mes potes mecs cis. Quand je leur demande, ils le font, évidemment, c'est pas la question. C'est juste, quand j'y vais de manière spontanée sans rien dire, je sais que c'est plutôt soit une nana cis ou trans, soit une personne assignée meuf à la naissance, en tout cas, qui va venir me rejoindre pour discuter, pour demander comment ça va, pour avoir des réponses sur des choses qui le ou la taraudent et qui sont je vais pas dire des préoccupations féminines, mais des préoccupations qu'on pourrait dire féminines, que la société décrirait comme féminines. Ouais, du coup, elle est plus à l'aise pour aborder ça en non-mixité, et tranquillement, ce qui est génial, c'est que cette non-mixité, personne l'a dit nulle part, quoi. Je trouve ça incroyable, moi. Que à chaque fois que j'en parle avec quelqu'un qui a été assigné meuf à la naissance, j'obtiens le même constat, et tout le monde est d'accord pour le dire. Et je trouve ça incroyable de penser que pendant des années, on a voulu renvoyer les femmes dans la cuisine et les renvoyer à des basses-tâches. Et aujourd'hui encore, il y a plein de mecs sur les forums, une de leurs insultes préférées, c'est « va me faire un sandwich ». Ouais, on va faire la vaisselle. Très bien, moi je vais te faire un sandwich, mais je vais bicher sur ta gueule avec toutes mes copines. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans les cuisines. Parce que on a réussi à faire de cet espace un espace non mixte dans lequel on peut se sentir bien. Et évidemment qu'il n'y a pas que les personnes assignées femmes à la naissance qui cuisinent, et c'est très bien comme ça. Et si vous êtes assignées femmes à la naissance et que vous voulez pas cuisiner, ne cuisinez pas, c'est pas la question. Regardez, Cordélia n'aide pas dans les cuisines. C'est pas la question. La question, c'est d'avoir réussi à créer un espace dans lequel on puisse se sentir et se retrouver en non-mixité sans avoir à l'afficher partout et à se prendre le backslash qui arriverait forcément, comme ça arrive par exemple sur les réseaux sociaux ou dans les associations, etc., etc. Non, mais c'est une dynamique de réappropriation un peu. Oui, c'est ça, je pense. Moi, je trouve le sujet déjà super intéressant. De mon côté, je suis pas tellement... ça a toujours été mixte dans ma cuisine au niveau genre. Par contre, et dans le chat, ils l'ont fait remarquer aussi, il y a des personnes pour qui l'après-repas particulièrement, c'est les enfants qui rangent. Et du coup, que ce moment de rangement dans la cuisine permet une discussion entre jeunes ou entre moins âgés
où on s'éloigne justement des adultes. Alors c'est pas tout à fait le même sujet, mais il y a alors c'est justement quand on avait une discussion, ce qui m'a donné l'idée du panel, en fait on s'est rendu compte que la cuisine, au-delà de tout ce qu'on disait sur la non-mixité informelle pour les personnes assignées femmes à la naissance, au-delà de ça, c'est une pièce qui est très importante en France principalement. Je pense que dans d'autres pays aussi, mais en France principalement parce que on mange tous ensemble le soir. Ouais. On a tendance à manger ensemble quand même, et on a tendance à préparer les repas ensemble. On s'est rendu compte que c'était une pièce qui était très importante donc en France pour à peu près tout le monde. Hein. On a aussi des potes qui nous ont dit qu'ils cuisinaient avec leur père. Moi, c'est aussi un moment où je renoue avec ma grand-mère, avec mes oncles, etc., etc. Là, ce qui nous intéressait vraiment ce soir, c'était justement de parler de cette libération de parole spontanée qui peut être très intéressante. Mais ça marche aussi, on l'avait un petit peu évoqué, mais la cuisine comme espace politique et donc au-delà des meufs et au-delà des meufs, qui va rester après à table. Ça va être parfois, il va y avoir des espaces en fait de personnes politisées qui vont rester et les autres que la discussion politique va saouler, et du coup les autres vont dans le salon finir leur café et t'as les gens vénères qui restent là, tu sais, pour s'embrouiller un peu. Et mais justement l'après-repas est un moment super intéressant pour les débats et les discussions et les. D'une façon générale, comprendre la cuisine, la nourriture, le repas, c'est un truc qui est central d'une part dans une maison. Oui. Et d'autre part dans une vie de famille en fait, tout bêtement, c'est quelque chose qui en France est vraiment central pour nous. La cuisine, c'est quand même là où il y avait le foyer, c'est là où on pendait la crémaillère. Historiquement, c'est une pièce qui est hyper importante. Et bon, le sujet est hyper vaste, c'est pour ça qu'on voulait essayer de ramener ça oui, après. À la cité, mais effectivement, on peut divaguer. Est-ce qu'on peut me donner l'heure par contre? Il est 3h52. Ok, bon, ok. Est-ce que quelqu'un a une autre un témoignage, un truc comme ça? Qu'est-ce que j'ai noté d'autre, moi? Le petit blanc. Petit blanc, on va. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment, parce que j'en avais déjà discuté avec Cordélia, mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que Margot et Maëlle, vous êtes arrivés sur le panel sans savoir de quoi on allait parler. Complètement. Ouais. Et directement, t'as compris de quoi je te parlais. Ouais, il y a des. J'avais jamais réfléchi à ça et c'est tellement évident. Et j'étais pas là quand vous en discutiez, etc. Et oui. C'est ça. Oui, parce que c'est tellement ancré dans notre quotidien ce fonctionnement qu'on n'y réfléchit pas consciemment, quoi. Mais c'est là. Ça me permet de rebondir un petit peu là-dessus parce que moi je me suis un petit peu renseignée sur le sujet parce que je trouve ça vraiment passionnant. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte en lisant un peu de la théorie qu'il y avait quelque chose, je sais pas si vous savez ce qu'est l'habitus de Bourdieu, je vais pas commencer à sortir les gros mots ce soir. Enfin bref, tout un schéma d'habitudes sociales, culturelles qui traverse notre société, etc., etc. Donc bref, il y a un habitus sexiste, hein, on va pas se mentir, patriarcal, qui existe. Et je ne sais plus dans quel article, je vous le retrouverai, si je le retrouve, je le mettrai dans la description du replay. Une jeune femme soulignait la force des tâches quotidiennes pour surmonter cet habitus sexiste qui est ancré en nous. Et la force de la répétition. Faire à manger, c'est des tâches qui sont répétitives. Couper des légumes, la viande, etc., etc. Tout ça, c'est des tâches répétitives, c'est des tâches quotidiennes, c'est quelque chose qu'on va faire plusieurs fois par jour, plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois dans le mois. C'est tout le temps. Ça arrive au moins une fois par jour. Et cette force de la répétition, selon elle, permettait, comme d'une part, elle est universelle et connue de tous et surtout de toutes, de créer une connivence entre les gens, et puis surtout permettait, comme elle est aussi répétitive et quotidienne, d'aller au-delà et de se focaliser sur ce qu'on dit pendant qu'on le fait. Parce que ce qu'on fait est facile à faire. C'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on est petit. C'est quelque chose qu'on a appris à faire, couper des légumes par exemple. Mais c'est quelque chose qu'on fait dès qu'on est petit. Et du coup, c'est pour ça que la cuisine est intéressante, ou plier le linge, c'est pareil. Oui, c'est des choses qui sont répétitives, qui sont quotidiennes, qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est des choses au-dessus desquelles on peut passer et au-dessus desquelles on peut parler, qui favorisent la réflexion. Ouais, et pardon, tu veux y aller? Et on va se couper la parole. J'ai aussi l'impression que comme c'est quelque chose de répétitif et de continu qui va être fait sur une durée précise, on a aussi cette impulsion de
pas s'arrêter de parler et de continuer, et des sujets qu'on n'aurait pas forcément abordés, et à d'autres moments, si on n'avait pas eu cette activité continue en même temps, on aurait pu arrêter la discussion, et on va pas le faire parce qu'on sait qu'on a encore tant de linge à plier, on sait qu'on a encore tant de légumes à couper, et ça va faire continuer ces discussions et les forcer à continuer, mais de façon naturelle en fait, parce que c'est comme ça et c'est ce mouvement qui est répétitif. Et je sais que parfois j'ai eu des conversations que j'aurais pas eues si j'avais pas en même temps cette tâche physique à faire et cette tâche matérielle à faire, et en me disant j'aurais fini dans une demi-heure, ou j'aurais fini dans... mais je dois rester, et du coup la conversation continue et des sujets plus profonds surgissent. Cordélia tweet. Oh, le regard. C'est sa maman qui lui envoie des bisous. On t'a perturbé. Oui, vous m'avez perturbé. Je voulais revenir sur la cuisine. Enfin, dans ma famille, mes parents ont une grande baraque. Il y a des tas d'espaces qui pourraient être plus propices à la discussion hors période où on fait le repas. La cuisine, c'est un espace qui est froid, qui résonne. Chez moi, c'est le carrelage. On serait par exemple mieux dans la bibliothèque avec le plancher chauffant, tu vois, où c'est plus cool, ou dans le salon où c'est un peu plus cosy, un peu plus chaud, ou même dans une chambre sur un lit, c'est plus confortable. Enfin, voilà. Mais le fait est que quand je rentre pas souvent chez mes parents, on va spontanément discuter dans cette putain de cuisine. J'approuve complètement. Je sais pas. Alors que c'est pas, enfin, les chaises, elles sont chiantes, tu vois. Dans le canapé, on serait vachement mieux. je veux dire, c'est des petites chaises de jardin, machin et tout. Mais non, ou sur un banc, tu vois, le truc le plus inconfortable du monde, le banc. Mais non. Allez, on va aller dans la cuisine, être debout sur du carrelage. Ouais, c'est vrai, et même quand il n'y a pas systématiquement les repas à préparer, c'est vraiment l'endroit où je vais préparer le thé et on va pas se poser. Non, mais c'est ça. Rester dans la cuisine parce qu'on va discuter. Et si on va dans le salon, ça va être pour allumer la télé en fait. Ouais, ou faire des trucs plus individuels, mais c'est vrai que la cuisine c'est cet endroit où on va échanger. Et pareil pour le café. En plus, on capte pas le wifi dans la cuisine, donc ça doit jouer. Ah mais ouais, ça oblige du coup à parler. 2 minutes, on va conclure. Bon, ce fut bref mais intense, mais c'est pas grave. Alors donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Alors, on a parlé de la non-mixité informelle entre personnes assignées femmes à la naissance dans la cuisine, de cette façon qu'on a de préparer le repas, d'aider ou pas, et de se parler de choses qui nous concernent sans avoir l'oreille et le regard des hommes braqués sur nous en permanence. On a donc parlé de cette libération de la parole spontanée. On a parlé de la force des tâches quotidiennes qui nous permettent de surmonter les peurs et les angoisses qu'on pourrait avoir à dire des choses dont on a peur de comment elles vont être perçues. Moi, je sais que c'était le cas pour ce que j'ai dit à ma maman dans la cuisine. Et puis, pour finir, j'aimerais rappeler que faire la cuisine entre femmes, parce qu'à un moment, c'était vu comme une tâche basse et sexiste, on a décidé que les femmes devaient absolument sortir de la cuisine et que c'est effectivement une bonne chose que les femmes ne soient pas cantonnées à un rôle uniquement de ménagère. Vous pouvez faire de grandes choses, il faut pas arrêter, vous pouvez faire de petites choses, vous pouvez faire aussi bien que les hommes en tout cas, c'est sûr et certain. Mais faire la cuisine entre femmes, c'est pas un geste non féministe. Ne vous privez pas d'aller dans la cuisine, avoir ces moments d'échange si vous en avez l'occasion. Ça fait pas de vous une mauvaise féministe ou un mauvais féministe. Voilà. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit et je pense qu'il faut casser ça. S'intéresser aux tâches pas nobles, c'est pas un problème. Les tâches quotidiennes, c'est pas l'horreur. On n'est pas tous obligés d'être astrophysiciens. On peut aussi juste aimer cuisiner un repas pour ses amis. C'est bon. Voilà, c'est tout. Non, parce que, je vais pas... Il y a cette idée comme quoi il faudrait qu'on surpasse toujours absolument ce qu'on fait les hommes, qu'on soit toujours meilleur, qu'on arrive à les dépasser en tout point. Et moi, je suis pas toujours d'accord avec ça. Je pense que c'est aux hommes qui ont été bien privilégiés, qui ont eu la chance de pouvoir faire des choses qui nous apparaissent comme extraordinaires, de commencer à redescendre un peu
et de se rendre compte que les tâches non nobles aussi, ça les concerne et qu'il faudrait peut-être ramèner leurs fesses dans la cuisine. Ouais, et que c'est quelque chose de basique et qu'à partir du moment où on arrête de le faire, ils sont bien dans le caca. Exactement. C'est pas aux femmes de changer. On est plus fortes que ça et on fait déjà tout très bien. Voilà. Arrêtez de vous prendre pour des cadors, là, les mecs. Bon, ça y est, je m'énerve. Conclusion. J'ai réussi à garder une voix douce, mais là, je m'énerve. Quelqu'un qui dit dans le chat qui dit bien dit, avec des petits emojis mains qui applaudissent.